Bonjour. Au début, ça se passe dans les jambes et c'est une sensation de lourdeur, mais rien de bien inquiétant. Tellement à l'arrivée, c'est peut-être une embolie pulmonaire mortelle. Et entre les deux, il y a toutes ces maladies veineuses, les varices, les phlébites, les ulcères, des maladies, Martine, dont j'ai le sentiment qu'on parle assez peu. Et oui, et pourtant c'est un sujet très grand public, au vrai sens du terme. Je vous ai rapporté quelques chiffres tout à fait significatifs. 18 millions de Français souffrent des jambes. 10 millions de Français, et j'ajouterai surtout de Françaises, ont des varices. 200 000 opérations des varices sont effectuées chaque année et 16 000 personnes par an meurent d'embolie pulmonaire, 2 fois plus que les accidents de la route. Nous en parlerons donc aujourd'hui, en association d'ailleurs avec notre confrère Pèlerin Magazine. Et au cours de cette émission, nous verrons tous les ennuis des gens, lourdeur, impatience, les nouvelles techniques pour surveiller l'état de nos veines, les nouvelles opérations pour éliminer les varices sans traumatisme, les redoutables thromboses aux complications mortelles. Premier point, nos veines sont indispensables pour ramener le sang au cœur. Mais elles ne servent pas qu'à cela et elles sont très utiles en médecine pour nous soigner. C'est ce que nous montre maintenant Marie-Françoise Griot. On va faire une prise de sang, monsieur. Serrez la main. Je vais regarder vos veines. Hein. Cette scène, nous l'avons tous vécue. Pour prélever du sang, l'infirmière pique une aiguille dans une des veines du bras. Si les veines savent donner, elles peuvent aussi recevoir. Tous les médicaments qui nous sont prescrits en perfusion aboutissent dans une veine. C'est vrai pour les produits d'anesthésie au cours d'une intervention chirurgicale, pour les médicaments de chimiothérapie. C'est dans une veine que l'on prendra le sang d'une perfusion. C'est aussi dans une veine qu'on le réinjectera, tout comme les cellules de moelle osseuse au cours d'une greffe. Pour les patients insuffisants rénaux, la dialyse est indispensable. Leur sang passe dans une machine qui va le nettoyer. Le sang est pris dans une veine et revient dans une autre. Lorsqu'un malade ne peut pas s'alimenter normalement, on met en place une nourriture parentérale. Ces poches renferment un liquide nutritif qui entrera dans le corps par une veine. Certaines veines sont de remarquables greffons capables de remplacer les artères abîmées. Elles sont utilisées en chirurgie cardiaque, notamment pour les pontages. Et ce n'est pas tout. Les veines sont également utilisées pour faire rentrer de fins cathéters au plus profond de notre corps. Elles peuvent ainsi mener les médecins jusqu'au cerveau ou guider une sonde jusqu'au cœur pour la pose d'un stimulateur cardiaque. Les veines servent aussi à l'imagerie. On y injecte des produits de contraste qui vont se répandre et permettent de radiographier les vaisseaux sanguins, y compris les artères. Finalement, toutes les spécialités médicales utilisent les veines d'une manière ou d'une autre. Les veines sont donc bien plus que de simples moyens de transport du sang. Avec nous, le docteur Philippe Gorny. Vous êtes chirurgien des veines, mais quand je vous ai connu, vous étiez chirurgien, un remarquable chirurgien des artères. Comment passe-t-on des artères aux veines? J'étais chirurgien cardiovasculaire. Vous savez que le système cardiovasculaire est un circuit fermé avec le cœur, les artères et les veines. C'est vrai qu'avant, je faisais plus de cœur et d'artères. Maintenant, je fais une autre partie du circuit, mais je reste agent de la circulation sanguine. Et alors, pourquoi s'intéresser peut-être aux veines? Parce que longtemps, elles ont été délaissées au profit des artères. C'est un peu injuste. Vous avez cité des chiffres importants. Les maladies veineuses sont aussi nuisibles, aussi fréquentes que les maladies artérielles. Et comme les veines avaient été délaissées, il y avait beaucoup à perfectionner sur le plan des techniques, à comprendre sur le plan de la physiologie. Et on peut dire aujourd'hui que depuis 10-15 ans, la phlébologie a acquis ses lettres de noblesse. Alors, ces techniques, on va les voir tout au long de cette émission, mais tout de suite, on va faire connaissance avec les malades, dont les 2 tiers. Les 2 tiers sont des femmes. Emmanuel Nicolas nous présente justement quelques malades qui souffrent de ces différentes pathologies.
J'ai 30 ans, je suis assistante de direction, je travaille donc sur l'ordinateur et je passe de nombreux coups de fil, je reste en position assise donc toute la journée et je suis également de bureau en bureau, donc je piétine sur la moquette synthétique et j'ai mal aux jambes. J'ai mal aux jambes depuis l'âge de 17 ans, avec la grossesse ça s'est aggravé, et en prévision d'un deuxième enfant j'ai envie d'être en forme, donc je vais très régulièrement chez le spécialiste. Voici une belle jambe. Et pourtant, si cette malade ne se fait pas soigner, la maladie veineuse va évoluer. Voici un édème léger, mais cet édème est dû au reflux de sang qui tombe dans le pied, se maintient dans les tissus et déclenche des réactions inflammatoires sous forme d'un édème. J'ai commencé à avoir la jambe lourde durant mes études d'infirmière. Et j'avais 20 ans à l'époque. Puis lors de ma première grossesse à 24 ans, ça commençait à s'aggraver. J'ai souffert, j'ai une douleur qui a commencé avec un œdème et surtout des jambes violacées et impossibilité de rester debout. Puis lors de la deuxième grossesse, ça commençait à s'aggraver encore plus. Et là, œdème de la jambe gauche qui m'empêchait de marcher et j'ai consulté un angéologue à ce moment-là. Nous sommes maintenant au stade de la varice constituée. Regardez cette grosse dilatation variqueuse. Et dans cette veine qui est distendue, qui fait mal, le sang descend vers le pied au lieu de remonter vers le cœur comme il le doit. Il est indispensable de supprimer cette varice car les complications vont survenir. Quand je rentre à la maison le soir, avant même d'enlever mon manteau, je défais mes chaussures, je les jette dans un coin pour me sentir soulagée. Tout a commencé à l'âge de 18 ans, où j'ai observé des plaques rouges sur mes jambes. À 25 ans, petit vaisseau un petit peu partout sur les jambes, avec lourdeur de jambes et surtout l'été. Et puis là où la chose s'est vraiment déclarée, c'est à 35 ans lorsque j'ai attendu mes jumeaux. Et là, enfin, je me suis décidée à consulter. Voici la varice qui a été sclérosée. Cette veine n'est pas apparente, il n'y a pas nécessité d'opérer, je n'en souffre pas. Au niveau psychologique, c'est surtout pour moi un problème, pas vis-à-vis de mon mari, parce qu'il me prend comme je suis depuis 25 ans. Attention, si ces varices ne sont pas soignées, les tissus vont se cartonner, s'asphyxier, se durcir, s'enflammer, c'est l'hypodermite. Ces lésions peuvent évoluer vers d'autres complications comme l'ulcère de jambe. Cette jambe résume toutes les complications de la maladie veineuse. L'hypodermite, la varice et l'ulcère sous la dépendance de la varice. Si cette varice n'est pas traitée, l'ulcère va récidiver. Quel dommage que je ne me sois pas fait soigner il y a 25 ans. Docteur Corny, il y a 25 ans, on savait prévenir un ulcère des jambes, on savait les soigner. On savait, mais je pense que les médecins temporisaient davantage et surtout les patients étaient mal informés. Vous savez que les ulcères ne représentent que 1% de la population des variqueux. Ce sont surtout des gens âgés, donc une génération qui ne s'écoutait pas beaucoup, qui ne connaissait pas la prévention, donc qui négligeait le problème. Mais enfin, si on prend le problème assez tôt, on doit éviter d'en arriver là. Alors, aujourd'hui, ça se pose différemment. Compte tenu des moyens dont nous disposons, on ne devrait plus voir d'ulcères chez des gens, hommes ou femmes, de moins de 50 ans aujourd'hui. Mais ce qu'on voit toujours, c'est des malades négligents qui ne se font pas soigner assez vite. C'est-à-dire que voir un ulcère, ça n'apparaît pas en un jour, c'est un long processus évolutif. Donc ça veut dire que pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, on a laissé évoluer la maladie, soit en la soignant mal ou pas suffisamment, soit en la négligeant, en posant probablement tardivement l'indication opératoire, et on arrive à cet état qui est inacceptable, où de la peau et de la sous-peau meurent en un endroit donné, s'asphyxie, donne l'ulcère qui finalement est une plaie qui n'arrive pas à guérir spontanément. Il faut dire que ça commence très tôt, puisque j'ai en face de moi Sonia, ravissante du haut de ses 24 ans et qui souffre déjà des jambes. Oui, tout à fait. J'ai une mauvaise circulation des jambes. Alors vous avez une mauvaise circulation depuis combien de temps? Depuis 3 ans maintenant. Depuis 3 ans, et vous avez un métier aussi qui prédispose un peu, puisque vous êtes hôtesse dans un cinéma. Tout à fait. Alors, vous avez commencé par bricoler un peu. Oui, je suis allée en pharmacie m'acheter des gélules à base de plantes, des gels pour les jambes,
le soir en rentrant. Des crèmes pour Tout masser. à fait, pour masser. Et... mis les jambes en l'air. Exactement. Et puis... Et c'était inefficace, donc j'ai décidé d'aller voir un médecin et de prendre un traitement. Ouais. Ça commençait à devenir assez ennuyeux. Ouais. Alors, en fait, vous ne le faites pas pour une raison de beauté, on ne voit pas de varices chez vous. Non, du tout. Simplement, vous avez mal aux jambes. J'ai mal aux jambes, j'ai des lourdeurs, je piétine, c'est désagréable. Elles sont gonflées? L'été, oui, surtout, j'ai les jambes très enflées et c'est assez ennuyeux. Alors, vous avez essayé tous les petits moyens, ça ne marche pas, mais parmi ces moyens, il y en a un quand même qu'on nous recommande souvent, qui sont les bas à varices, enfin les bas de contention. Tout à fait. Vous en mettez? J'en mets. C'est pas très esthétique, quoique aujourd'hui on en fait des assez sympas. Oui, j'en porte. mettez. Parce que ça vous aide. Alors, vous avez quand même fait un examen aux ultrasons. Oui, une écho-doppler veineuse. Et on vous a dit que peut-être un jour, il faudra vous enlever une veine. Peut-être. Alors, vous surveillez. Oui, tout à fait. Docteur Gorny, je voudrais vous poser une question à propos de ces bas, parce que on en a trouvé, hein, ça existe, c'est sûr. Il y en a partout. Mais François a attrapé un bout. Reconnaissez quand même que ces bas qui sont sûrement très efficaces ressemblent plus à des collants de ski de fond Vous n'avez pas pris le plus beau. qu'à des collants Il y en de a un qui est cocktail. beaucoup plus joli en dessous. Alors oui, c'est vrai, c'est vrai. Le gris, moi je préfère le gris. Vous préférez le Oui, gris. je Mais le trouve. gris, il est très opaque. Hein. Moi, je me vois mal mettre ça pendant l'été. C'est quand même... Non, mais l'été, non, on n'est pas obligé. Il faut resituer le problème dans son contexte. Celui-là, il est transparent, mais est-ce qu'il est efficace? Mais oui, vous avez toute classe de bas. Actuellement, on fait des bas de contention qui sont pratiquement aussi jolis que les bas de ville. Et je vous défie, quand ils sont portés, de reconnaître qui est l'un et qui est l'autre. Alors pourquoi on fait encore des gros vilains? Eh ben, il y a différentes classes de bas, il y a différents stades de gravité, et il y a des gens qui doivent porter des bas un petit peu plus lourds que d'autres. Enfin, ce n'est pas la règle générale. Mais ça, c'est très différent d'un collant qu'on trouve dans les supermarchés avec du lycra. Oui, vous savez, le bas de contention, le but, c'est d'appliquer une certaine pression sur la peau pour que le sang soit chassé des veines superficielles vers les veines profondes, ce qui est le sens physiologique, ce qui est justement ce que les veines variceuses n'arrivent plus à faire, spécialement dans certaines situations où il y a de l'immobilité prolongée, qu'on soit assis ou debout. Donc c'est particulièrement efficace pour éviter les poussées variqueuses dans ces moments si importants. Pardonnez-moi une question, n'importe quel malade peut mettre n'importe quel bas ou faut évidemment. choisir? Il y a des vertus thérapeutiques dans le bas de contention pour les formes évoluées. Mais je vous ai dit qu'on ne devrait plus voir des formes évoluées. Donc je crois que l'avenir du bas sera surtout la prévention chez des gens qui ont des varices débutantes ou qui ont été opérés de varices pour, dans certaines périodes et dans certains moments particuliers, céder et éviter les poussées variqueuses. Et là, il faut aller dans des maisons spécialisées Oui. et les essayer. Parce que d'une part, il y a un serrage, puisqu'il y a un rôle médical. Ensuite, il y a un certain coût. Ça coûte quand même dans les 300-350 francs, ces joujoux-là. Même si une partie est remboursée par la sécurité sociale. Donc, vous ne pouvez pas acheter ça comme les bas de ville sur la simple étiquette. Il faut donc aller dans une pharmacie où il y a une cabine, où on peut essayer différents bas, les acheter en fonction de critères esthétiques, d'un enfilage plus ou moins facile, d'un certain confort sur soi. Et une fois qu'on a trouvé le bas de ses rêves, entre guillemets, on note la référence et on peut l'acheter dans n'importe quelle pharmacie. Et c'est comme ça qu'on achète bien. Et les recettes, je dirais, utilisées par Sonia, j'ai produites par la pharmacie, ces crèmes, c'est tout ça, est-ce que c'est utile? Je dirais que ça peut soulager temporairement, mais ça ne règle pas le problème de fond tel que nous allons l'expliquer tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en la matière, il faut faire davantage confiance aux médicaments qu'aux poudres de perlimpinpin ou aux produits phytothérapiques qui sont vendus en parapharmacie. Pourquoi? Parce que pour être un médicament et être autorisé à être sur le marché, il y a des lois draconiennes. Et dans un médicament, qui sont d'ailleurs souvent des extraits de plantes, on est sûr de la posologie, de l'origine du produit et de son efficacité, bien plus que dans les autres produits proposés. Bref, la plante, vaut mieux la prendre sous forme de médicament. Et alors on dit que la vie moderne, c'est mauvais pour le cœur, c'est mauvais pour les artères, est-ce que c'est mauvais aussi pour les veines, pendant qu'on y est? C'est pas prouvé, mais on peut s'étonner de la distribution géographique de la maladie, qui est extrêmement disparate. Par exemple, dans certaines îles du Pacifique, on ignore la maladie. Enfin, ça ne touche que 0,5% de la population. Ils n'ont pas de varices? Ils n'ont pas de varices du tout. Alors que dans le Pays de Galles, c'est pratiquement une personne sur deux. En France, vous avez dit des chiffres effarants, c'est 25 à 30% de la population, peu ou prou, est concernée par la maladie. Alors pourquoi? Probablement, l'alimentation joue.
On mange plus de céréales dans les pays du tiers-monde que dans les pays industriels. Et on sait que dans les céréales, il y a des tonifiants veineux, il y a de la vitamine E qui est protectrice. Probablement aussi, on est moins sédentaire que dans les pays industrialisés. Et la sédentarité est un facteur favorisant. Et probablement aussi, il y a des populations qui sont génétiquement protégées. Et il ne semble pas que les populations blanches de l'Europe le soient beaucoup. Nous avons vu les troubles du système veineux chez les femmes. Avant d'aller plus loin, je vous propose de voir comment fonctionne ce système veineux avec Richard Zerzavadian. Les veines, profondes et superficielles qui parcourent nos jambes, sont des conduits élastiques. Elles drainent le sang vers le cœur. Cette circulation est assurée grâce à la tonicité des veines, la compression musculaire et surtout grâce à la voûte plantaire. Lors de la marche, le pied sert de pompe. Le sang est propulsé vers le haut du corps. À l'intérieur des veines, des clapets. Ils empêchent le reflux sanguin vers le bas des jambes. Voici l'intérieur d'une veine filmée grâce à un endoscope. La détérioration des clapets est à l'origine de la maladie veineuse. Les veines se dilatent, le sang remonte difficilement vers le cœur. Docteur Gorny, voici là ces clapets. Alors là, le clapet fonctionne bien, il empêche le reflux. Là, il est détérioré et le sang reflue vers le bas au lieu de toujours monter vers le cœur. Vous ne pouvez pas nous réparer les clapets comme ça? On répare bien les valves dans le cœur. Alors, on pourrait le faire théoriquement, bien que ça soit difficile sur des petits clapets de cette taille, mais regardez ce que vous nous montrez. On voit bien qu'ici, la veine a doublé de calibre du côté malade. Abîmé, oui. Ce qui veut dire qu'en fait, la maladie variqueuse, ça montre bien que c'est une maladie de la paroi. Et la paroi dégénère, vieillit prématurément, elle se dilate, et en se dilatant, elle écarte les clapets qui vont favoriser le reflux. Donc il faut aussi s'occuper de la paroi veineuse. Les clapets, ça ne suffit pas. C'est trop compliqué, il y aurait toute la tuyauterie à refaire. Donc, moi, ce que j'ai retenu, c'est que je fais monter mon sang vers le cœur quand je marche. Évidemment, quand je ne marche pas, il faut qu'il monte aussi. Oui, alors nous avons deux moyens pour y arriver. Nous avons le cœur droit qui a une pression très faible et qui a un petit rôle d'aspiration, enfin en tous les cas qui favorise le retour veineux vers le cœur. Et nous avons le diaphragme qui, lors de chaque respiration, est une véritable pompe inspirante et qui joue un rôle considérable pour ramener le sang vers le cœur. En respirant, je pompe le cœur, le sang. Bon. Absolument. Alors maintenant, on va essayer de comprendre où se passent les ennuis de nos veines. Donc là, on a une maquette qui représente une coupe de jambe. Bon, alors, il faut imaginer qu'ici, il y a l'os, fémur tibia qui est par ici. Et puis, donc là, en bleu, ce sont des veines. Ça, ce sont les veines profondes. C'est là que circule le sang, surtout. C'est l'essentiel. Ce sont les veines profondes, les véritables autoroutes du retour veineux qui assurent à elles toutes seules 95% du retour vers le cœur. Et là, autour, il y a des muscles qui poussent. Alors, il y a des muscles qui poussent, en tous les cas, lorsque l'on marche, lorsqu'ils sont en action, et qui, vous le voyez, servent de contention à ces veines profondes. Si bien que ces veines, si elles étaient atteintes d'une maladie semblable aux varices, elles seraient de toute façon contenues dans leur dilatation, elles ne pourraient pas aller très loin. C'est pour ça qu'elles ne sont pratiquement jamais variqueuses. C'est pas là que ça se passe. Non. Mais ensuite, alors, il y a des veines là, c'est le haut de ce qu'on appelle la veine saphène, c'est-à-dire, ça c'était l'autoroute, ça c'est la nationale, il y a les départementales, il y a les chemins vicinaux, et ici il y a la peau. Exactement. Bon. Et là, quand ça va mal, c'est par là. Alors, ça commence là, n'est-ce pas? Nous avons ici la principale veine superficielle. Vous voyez que ça c'est la fin de son trajet, mais la plupart de son trajet se passe au-delà de la paroi musculaire, dans la graisse, sous la peau. Par conséquent, lorsque la veine est atteinte de ce vieillissement prématuré dont je vous ai parlé, elle se dilate et rien ne la contient, si bien que les clapets s'écartent et là le reflux peut s'exprimer. Et ce reflux va retentir... Ce reflux, c'est-à-dire que tout le sang qui doit monter comme ça vers le cœur, pop, il se met à redescendre. Et ça va retentir sur les veines qui sont sous la peau et qui dépendent de cette veine saphène, ce qui va donner des varices, mais également sur les veines de la peau qui se drainent normalement dans les veines sous-cutanées, qui vont subir aussi cette hyperpression due au reflux, et ça va donner des varicosités. Alors, nous verrons tout à l'heure comment on peut soigner et opérer ces maladies. Jusqu'à présent, nous avons vu que les femmes souffraient en priorité des varices, mais les hommes aussi peuvent connaître ces troubles.
Emmanuel Nicolas. Toute ma carrière professionnelle s'est effectuée debout. Que ce soit lorsque je donnais un coup de main à mes parents dans leur commerce, dans les cafés, que ce soit moi lorsque j'étais dans le textile, dans les usines en production, je n'arrêtais pas de courir. Dans les cafés, je ne vous en parle pas, c'était encore pire, c'était des 12-15 heures par jour. Et c'est là où j'ai été affronté très vite à des problèmes de varices. Ma mère, mon frère, tout le monde s'est fait opérer. Alors si vous voulez, on n'avait pas un médecin de famille, mais on avait vraiment un chirurgien de famille concernant les varices. J'ai été opéré très tôt, vers l'âge de 23 ans. Ma première intervention a été faite surtout sur le plan esthétique. J'étais jeune, j'avais aucune douleur particulière pour mes varices. C'est ma femme qui m'a dit quand même, ta veine là derrière, elle n'est pas belle, tu devrais bien faire quelque chose. Mais la deuxième opération et les soins, c'était vraiment des problèmes de handicap. Là, je souffrais quand même. Et à chaque fois que j'ai eu des grosses contrariétés professionnelles, j'ai toujours eu des veines qui sont sorties en même temps. C'était comme des rages de dents. C'est très lié au caractère et au fait qu'on se sente bien dans sa peau, c'est évident. Les résultats sont spectaculaires et immédiats. C'est-à-dire, bon, vos jambes, esthétiquement parlant, redeviennent normales, et surtout, vous n'avez plus aucune lourdeur ni aucun handicap suite à l'opération. C'est très, très positif. Allez, on vient me voir, là, pour les pommes, hein. Venez, madame, là, pensez-y, hein. Frais, 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 là, ça croque dans la bouche, ça. La pomme en fait, là, allons-y, allons-y. Et maintenant, à 59 ans, je suis encore debout dans les hypermarchés. Vous vous rendez compte, j'ai quand même les jambes solides, malgré mes varices. Est-il vrai que les maladies des jambes peuvent être liées au stress ? Il ne faut pas confondre les veines avec les artères. On l'a démontré, cela, pour les artères coronaires, où certains profils psychologiques favorisent les événements, les accidents. Pour les veines, ce n'est pas prouvé. Par contre, ce que je crois, c'est que des gens qui vivent une période stressée ressentent davantage leurs symptômes que en d'autres moments. Mais ce n'est pas pour autant que la maladie évolue davantage. Ce qui est vrai quand même, c'est qu'il y a des professions qui prédisposent aux varices. Toutes les professions où il y a de l'immobilité de façon prolongée, assis ou debout. Les piétinements. Les piétinements, les gens, les cafetiers, les instituteurs, les gens qui sont toute la journée derrière un ordinateur, bien sûr, sont menacés. Mais pour résumer tous les facteurs de risque de la maladie, je dirais qu'on a plus de chances d'être variqueux si on est une femme, vous avez cité des chiffres, si on a une grossesse, parce que la grossesse, ça comprime le retour veineux, il y a une imprégnation hormonale qui dilate les veines, si on est âgé, parce que l'incidence augmente avec l'âge, si on est sédentaire, si on a un excès de poids, et si dans sa famille, on a beaucoup de gens qui ont eu des varices, des parents, des frères, des sœurs, parce que probablement y a-t-il une prédisposition héréditaire. Mais à ce jour, on n'a pas encore trouvé le gène ou les gènes de la varice. Alors, les veines peuvent être explorées et soignées. Pour cela, on va chez un angéologue, c'est-à-dire ce qu'on appelait dans le temps un phlébologue, c'est-à-dire un spécialiste des vaisseaux. Comment observer et soigner les veines, c'est un reportage de Richard Zarzavatian. Cette femme de 38 ans vient consulter pour des problèmes de jambes lourdes. Après localisation de la veine par palpation, voici l'examen de base de l'angiologue, l'échographie. Avec cet appareil, il va étudier l'anatomie des veines et leur dilatation anormale. Explication. On va utiliser un gel de contact positionné sur la sonde et qui va faire une interface qui va permettre de faire passer des ultrasons à travers la peau. Donc c'est un examen qui est absolument non invasif, il n'y a pas de piqûre, il n'y a pas de rayonnement. Ce sont des ultrasons parfaitement anodins, comme l'échographie de la grossesse, et on va pouvoir voir les vaisseaux à travers le muscle, à l'intérieur même du muscle. Donc on se positionne ici sur le mollet et on va voir la veine qui nous apparaît à l'écran. Entre ces deux croix, au centre de l'image, la veine dilatée de cette patiente, à l'origine des douleurs. Son diamètre, 8 mm, contre 4 mm pour une veine normale. En renforçant les muscles de ses jambes, elle a déjà réussi à diminuer ses douleurs. Depuis combien de temps vous souffrez des jambes, madame? Oh, ça fait une bonne dizaine d'années, voire 15 ans. Mais bon, moi j'ai des lourdeurs pendant la journée. Et grâce au sport, je fais beaucoup d'aquagym, puisque je suis prof d'aquagym. J'ai pratiquement plus de douleurs, ou ça s'est vraiment bien atténué. Autre appareil d'exploration, le Doppler. Objectif, mesurer le débit sanguin. Il est ralenti en cas d'insuffisance veineuse. Le sang remonte difficilement vers le haut du corps. C'est le reflux sanguin vers le pied. Démonstration. Quand je comprime, j'entends le sang qui monte vers le cœur. Quand je lâche, il n'y a aucun bruit. Ça veut dire que le sang monte bien, mais ne redescend pas vers les pieds. Ça monte, ça ne redescend pas.
Ça veut dire que ce qui l'empêche de redescendre, c'est la petite valvule qui fonctionne bien. La veine est saine. De ce côté-là, mettez la jambe en arrière, voilà. Quand je comprime, ça monte vers le cœur. Quand je lâche, j'entends un bruit de reflux qui correspond à la lésion de la valvule. La valvule est abîmée. Voilà. Au moment où je lâche, ça redescend. Donc ce reflux va entraîner l'apparition de varices visibles en bas des jambes. La sclérose, un traitement dans l'arsenal de l'angiologue. Objectif, réduire le diamètre des veines malades pour faciliter la circulation sanguine. Je prépare une seringue pour une injection sclérosante dans la veine. Le but est donc de scléroser la veine, c'est-à-dire de réduire son diamètre par l'injection d'un produit. Enfin, pour les petits vaisseaux éclatés visibles à fleur de peau, le laser, qui transmet un faisceau de chaleur contre ces varicosités. Elles disparaîtront environ 2 mois après le traitement. Les varicosités visibles à ce niveau correspondent en fait à des vaisseaux, à des petites veines dans la peau qui sont trop dilatées. Elles sont dilatées parce que les veines sous-jacentes, qui sont plus profondes dans la graisse, sont elles-mêmes dilatées. Et donc traiter ces veines visibles, c'est traiter dans le même temps les veines d'alimentation qui sont au niveau de la graisse. Alors, on va revoir ça sur la maquette, donc pour bien comprendre. Donc on a la circulation à 3 vitesses, au centre les autoroutes, veines profondes, les nationales là, sur le côté qu'on appelle les SAFEN, il y en a 2 par jambe. 2 par jambe, une interne et une externe. Voilà. Et puis après les nationales, les départementales, puis ici les chemins communaux. Donc, quand on voit apparaître la maladie ici, sous forme de petites varices... Varicosité ou sous forme de varices à ce niveau-là. Ce que nous dit le docteur Blanche-Maison, justement, c'est qu'il n'arrivera à rien en microsclérose ou au laser si on n'a pas supprimé le reflux principal d'alimentation, qui 9 fois sur 10 concerne la veine saphène interne. Il est évident ici, ou sur la diapositive... Ah, si on peut nous envoyer... Voilà, ou sur la diapositive ici, et alors que lui va s'occuper de la varice ici. Et il est évident que pour traiter cette veine, la chirurgie apporte une solution généralement simple et rapide. Ah, attendez, il faut bien montrer une chose. Hein. Dans le schéma normal, vous voyez les petites flèches là. Tout le sang est en train de remonter par les veines vers le cœur. Et puis là, hop, il va dans le mauvais sens. Oui, alors j'ai pris mon stylo, je ne sais pas si j'ai le droit. Alors donc, là, tout va dans le bon sens, n'est-ce pas? Et là, nous avons la veine saphène, qui est donc superficielle, dans la graisse, au-dessus du plan musculaire, dont la paroi est malade, dont les clapets ne fonctionnent plus, et qui est l'objet d'un reflux, qui crée et qui étend la maladie variceuse tout le long de son axe. Ils prennent la nationale à contresens. Exactement. Donc, pour avoir un bon résultat au niveau de ce qui est apparent, la partie visible de l'iceberg, il faudra ne pas oublier de traiter le réseau sous-jacent. Bon, alors maintenant, la deuxième chose qu'il faut dire, c'est que on peut supprimer des veines, couper des veines, ce qu'on ne peut pas faire avec des artères, là vous nous tuez. Alors, vous faites bien de souligner ce point. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les veines profondes sont aussi précieuses que les artères et aussi rares que les artères. Mais celles-là, elles ne sont jamais malades. Elles ne sont jamais malades et de toute façon, on ne va pas y toucher. Tandis que les veines superficielles, on peut le deviner sur cette maquette, sont extrêmement nombreuses. Avec tous ces chemins départementaux, communaux qui sont interconnectés entre eux, les chemins qui mènent à Rome, le cœur, sont extrêmement nombreux. Donc finalement, enlever une veine perturbatrice n'a aucune conséquence, bien au contraire. Mais alors, finalement, la grande différence, c'est que la maladie des artères, quand ça frappe, c'est la crise, tout de suite. Oui. Mais donc, la maladie gêneuse, ça s'installe, ça devient un peu chronique, par-ci, par-là. Je dirais les choses un petit peu différemment. Je dirais que l'athérosclérose, qui est la principale maladie des artères, est une maladie chronique, que la maladie variceuse est également une maladie chronique, mais que le mode révélateur des artères est souvent plus aigu, plus brutal, plus grave, plus spectaculaire. C'est la crise. Tandis que là, c'est la lourdeur et les varices. Voilà, bon, alors dites-moi, maintenant vous êtes chirurgien. Alors vous allez vous attaquer, c'est-à dire que vous allez enlever, neutraliser cette veine saphène, dont on voit le haut ici, hein, et qu'on ne peut pas réparer. Et qu'il est inutile de réparer puisqu'on peut s'en passer. D'accord. Alors comment on fait? Le chirurgien a 3 missions. Il a le problème des varices, il a le problème du reflux et il a le problème de la paroi.
Si on se contente d'enlever la varice apparente, on laisse en place l'alimentation, on aura peut-être un bon résultat immédiat, mais ça recommence. Si on se contente ici de mettre une ligature ou de déconnecter la veine saphène de la veine profonde pour supprimer le reflux principal, faisant ce qu'on appelle un traitement conservateur, ils ont pour nom cossectomie, Shiva, peu importe, les résultats ne sont pas durables dans le temps, ni sur le plan fonctionnel, ni sur le plan esthétique. Donc, vous laissez la veine en place. Et on laisse dans ces cas-là la veine en place. Mais c'est valable pour quelques indications très spécifiques, mais la plupart du temps, ce n'est pas durable. Donc il faut l'enlever. Donc le plus souvent, il faut l'enlever, cette veine, et pour l'enlever, nous avons plusieurs méthodes possibles. La plus connue des Français, c'est le fameux stripping, qui consiste à arracher la veine avec un câble. Une autre... traumatisant. Oui, oui, c'est très traumatisant pour les tissus, ça fait saigner et ça menace de blesser certains nerfs sensitifs en laissant des séquelles durables. Il y a une autre technique qui est la cryochirurgie, qui consiste à brûler la veine par le froid, mais ce froid est tellement intense à moins 90 degrés qu'il va également brûler les tissus adjacents avec les mêmes risques. En plus, ce sont des opérations qui sont tellement traumatisantes qu'elles se font généralement sous anesthésie générale ou péridurale, avec hospitalisation, suite prolongée, etc. Donc pour éviter finalement ce traumatisme, nous utilisons une autre technique que l'on va voir et qui permet de respecter, ce qui est notre obsession, les tissus qui entourent la veine. Voilà. Alors, on prend un fil, on attache le bout de la veine et on l'extrait. Écoutez, on va d'abord le voir. D'accord. Hein. Maintenant, Richard Zarzavatian vous a filmé en train d'opérer. J'avais les jambes qui gonflaient beaucoup dès que j'allais à la plage. Et puis, j'avais des problèmes surtout de petits vaisseaux éclatés. Et en allant voir ma phlébologue, elle m'a passé un Doppler et elle m'a dit que j'avais un problème veineux plus important. Pour en finir avec ses problèmes de lourdeur, de varices et d'insuffisance veineuse, Christiane va ce matin être opérée de la jambe gauche. Une intervention d'1h30. Voilà, bonjour madame. Philippe Gorny va retirer sa veine malade sous anesthésie locale. Il s'agit de séparer la saphène de la veine profonde, de la déconnecter ici, ainsi que des branches que l'on voit sur ce dessin, de la séparer de l'endroit où elle naît au niveau de la cheville, de façon à l'isoler et avoir, in fine, un tuyau veineux dans lequel on va introduire un fil, on fait un nœud à l'une des extrémités, et en tirant par l'autre extrémité, on voit très bien que la veine va se retourner à l'intérieur d'elle-même, elle va se retrousser en dedans, un peu comme une manche de chemise ou une chaussette que vous retourneriez. Cette veine saphène ne fonctionne plus parce qu'elle est censée ramener le sang au cœur, et là, elle n'est plus capable de faire son travail. Donc le sang retombe vers le pied, c'est ce qu'on appelle le reflux. Donc nous allons enlever une veine qui n'a plus d'utilité. Et en plus, au niveau du réseau superficiel, il y a de nombreuses veines de suppléance. Donc ça n'a pas de conséquences. Première étape, le marquage. Il permettra de localiser les varices de la jambe et la position de la veine malade à retirer. Ce marquage, c'est tout simplement le repérage des veines à traiter. Et ça a un autre avantage, c'est le fait que quand les malades sont étendus et à plat, toutes les veines s'aplatissent. Donc nous, on ne voit plus rien. Donc finalement, ça nous permet de rien oublier. À l'aide de ce crochet, 18 varices vont être retirées sur cette jambe. Un travail minutieux. Comment allez-vous, madame? Très bien. Moment décisif de l'intervention. Le chirurgien va introduire ce fil pour sortir la veine malade. Tout est prêt, le fil est dans la jambe. Dans quelques secondes, la veine va sortir. Regardez, c'est étonnant. Tout se passe en endoveineux, donc on sort la veine de son lit naturel et on ne touche pas aux tissus périveineux qui l'entourent et qui n'ont rien fait à personne. Et on n'abîme pas les nerfs, donc on n'a pas de séquelles ni de complications post-opératoires. Vous comprenez toute la nuance? Et comme ça saigne peu, l'opération est propre, les suites peuvent être ambulatoires, c'est-à-dire sans hospitalisation, elles sont raccourcies. Voilà. Christiane rentrera chez elle ce soir. Pour Laurent, 35 ans, c'est déjà de la vieille histoire. J'avais des problèmes de varices assez importants sur cette jambe. Pour des raisons esthétiques, je suis allé consulter un médecin qui m'a indiqué qu'à long terme, je pouvais avoir des problèmes d'ordre médical, de circulation sanguine. Et pour anticiper ces problèmes, j'ai accepté de subir une intervention chirurgicale sur cette jambe. Sur une seule jambe? Sur une seule jambe, en effet, puisque l'autre jambe allait bien. Donc,
il a fallu, là, ce qu'on a vu, enlever cette veine saphène, la route nationale, mais vous avez retiré aussi plein de ces petites veines latérales. Qui sont en partie des branches qu'on ne voit pas sur cette coupe, mais on peut le deviner, qui sont des branches de cette veine saphène et qui sont dilatées par le reflux et d'ailleurs aussi atteintes par la maladie. Mais il y a parfois d'autres sources d'alimentation annexes à la veine saphène dont je n'ai pas parlé pour ne pas compliquer, qu'on appelle perforantes, périnéales et dont on s'occupe dans le même temps et qui sont repérées avant l'intervention par le marquage écho-doppler. Alors dans une opération, en plus de la veine saphène, vous retirez combien de veines? Eh bien, on ne peut retirer que la veine saphène seule, c'est rare. Oui. Généralement, on retire une vingtaine, voire une quarantaine de petites veines associées, mais par des incisions tellement petites et tellement millimétriques qu'elles ne laissent à terme aucune trace. Mais dites-moi, des veines, on en a partout, et on ne parle des maladies de veines que pour les jambes. Ben oui, ben ça c'est normal. Pour que la maladie variqueuse apparaisse, il faut que s'exprime une difficulté au retour veineux. Alors regardez comment on est fait. Je ne sais pas si je peux me reculer. La tête et les bras sont au-dessus du plan du cœur. Retour veineux, facile. Le tronc, nous avons parlé du cœur et du diaphragme, c'est proche, le diaphragme est très puissant, retour veineux facile. Les membres inférieurs restent la seule difficulté, mais les veines profondes sont aidées par les muscles. Restent que les veines superficielles qui, elles, ont le retour veineux contre la gravité, mais pas de muscles pour les aider. Donc c'est normal, quand les conditions sont réunies, que la maladie s'exprime à ce niveau prioritairement. Et c'est toujours un vrai parcours du combattant. Oui, parcours du combattant, Ghislaine, parce que vous avez 49 ans, on peut le dire, et depuis l'âge de 26 ans, vous n'avez pas cessé d'aller chez le phlébologue, puis l'angéologue, comme on dit aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. J'ai subi ma première intervention chirurgicale il y a à peu près 20 ans. Ouais. Vous aviez des lourdeurs, j'avais des lourdeurs, j'avais mal, et c'était des jambes vilaines. Des jambes très vilaines. Et on vous a fait une opération assez traumatisante, je crois. Tout à fait, qui n'avait plus rien à voir avec ce que l'on fait maintenant. 3 jours de clinique. 3 jours de clinique, des bandes pendant plusieurs jours, enfin, c'était assez désagréable. Et vous aviez quand même été un peu mieux pendant un certain temps. J'étais un petit peu mieux pendant un certain temps. Mais j'ai quand même toujours été sclérosée en permanence. C'est-à-dire qu'on voyait sans arrêt réapparaître des petites veines, et on les sclérosait, et puis une autre apparaissait, et ça durait comme ça, jusqu'en 92. Jusqu'en 92, j'ai subi une seconde intervention, qui était quand même moins traumatisante que la première. Mais... Et alors, vous continuiez malgré tout Je continue malgré tout à me faire scléroser, et j'ai eu la chance d'entendre parler de cette nouvelle technique. J'ai décidé de me faire opérer en juillet l'année dernière. Et là, on vous a dit, c'est parce qu'on ne vous a pas enlevé complètement la veine que au cours de ceci est réalimenté. Voilà, au cours de l'intervention, on s'est rendu compte que la saphène, que je croyais enlevée depuis 20 ans, n'avait pas été extraite. Alors là, ça a été fait sous le mode moderne. Tout à fait. C'est-à-dire que vous n'avez pas souffert. Je n'ai pas souffert. Vous n'avez pas été hospitalisée. Je n'ai pas été hospitalisée. Je suis rentrée le matin vers 11h, je suis sortie vers 19h. L'intervention s'est très très bien passée, avec de la musique, avec... Formidable. Oui, c'était formidable. Et alors depuis, vous êtes guérie, vous n'avez pas de nouvelles varices qui réapparaissent? Je n'ai pas de nouvelles varices, je me sens très bien. Ça se voit, en tout cas. Je peux vous poser une question? Dans votre famille, il y a d'autres personnes qui ont des varices? Oui, ma mère a toujours souffert des varices. Elle a même fait une embolie pulmonaire. Donc je pense que... Donc toute la famille fait attention. Tout à fait. Et vous avez des enfants? J'ai une fille. Oui, et qui n'a pas de problème? Pour le moment, non. Mais vous savez qu'il faut surveiller de bonne heure? Tout à fait. Voici maintenant l'une des maladies veineuses les plus inquiétantes, la phlébite, je dirais, c'est un peu l'infarctus veineux avec ses conséquences qui peuvent être redoutables, ce que nous présente Marie-Françoise Griot. Ce matin, j'ai constaté que j'avais une douleur de la cuisse droite qui était rouge et un peu enflée, et on sentait très bien le cordon veineux. Et là, il n'y a aucune circonstance favorisante? Aucune. Vous n'aviez pas eu de voyage prolongé en voiture ou en avion? Pas de mauvaise position? Vous n'avez pas été alité pour la grippe ou toute autre cause? Non, pas du tout. Vous n'avez pas reçu de traumatisme? Un coup de pied d'un petit enfant, un chariot dans un supermarché dans la jambe, rien de tout ça. Rien de tout ça. Et je vous fais mal quand j'appuie? Non, c'est douloureux, mais ça... C'est supportable. C'est très supportable. Et c'est un peu plus rouge. Alors, la phlébite, c'est une veine qui se bouche,
Normalement, cela se traduit par une douleur d'une jambe, un gonflement, et la jambe est plus chaude que la jambe du côté opposé. Ce sont ces signes qui alertent les malades, mais il faut savoir qu'ils sont extrêmement inconstants, c'est-à-dire qu'on peut avoir une phlébite sans ces signes, mais surtout qu'il y a beaucoup d'autres causes qui donnent une grosse jambe un peu chaude. Pour confirmer un diagnostic de phlébite, on pratique une échographie Doppler qui permet de détecter la présence d'un thrombus, c'est-à-dire d'un caillot, dans les veines de la jambe. Sur l'écran, on voit en haut le flux sanguin de l'artère et en bas celui de la veine. Le sang passe bien, cette jambe est normale. En revanche, de l'autre côté, il y a un problème. De ce côté-ci, vous avez toujours l'artère ici, que l'on voit battre, et au niveau de la veine qui est occluse, vous voyez qu'il n'existe pas de flux. Il s'agit donc d'une phlébite de la veine fémorale. Vous avez ici une radiographie des veines qui vous montre ici une veine normale, où vous voyez bien le trajet de la veine avec les valvules ici qui empêchent le sang de redescendre dans la jambe. Et de ce côté-là, vous avez une phlébite, donc un caillot qui occlut complètement la veine du mollet jusqu'à l'aine. Et vous voyez ici qu'on ne voit plus d'opacification normale de la veine. Les médecins sont toujours très prudents devant une phlébite car elle peut se compliquer d'embolie pulmonaire. Parfois, le caillot se détache et va boucher l'artère pulmonaire. C'est pourquoi il faut commencer rapidement le traitement anticoagulant. Le traitement d'urgence des phlébites, c'est l'héparine. Alors il y a de nouvelles héparines. Vous allez recevoir une de ces nouvelles héparines. L'avantage, c'est qu'elles se font en injection sous la peau du ventre, en sous-cutané. Le traitement par l'héparine n'est que le début du traitement. Il ne dissout pas les caillots. Il empêche le thrombus de s'étendre et donc la survenue de complications. Parallèlement, on commence aussi un traitement anticoagulant sous forme de comprimés qui devront être pris pendant plusieurs mois. Ce traitement comporte des risques. On prend donc le temps de l'expliquer soigneusement aux malades avant leur sortie de l'hôpital. Vous avez bien assimilé toutes les données? Je pense, oui. Le sang des patients soignés à l'hôpital Broussais pour une phlébite fait l'objet de multiples analyses. On a pu ainsi mettre en évidence, chez 30% d'entre eux, des anomalies de la coagulation à caractère héréditaire. Alors, la recherche génétique consiste à rechercher des facteurs de risque génétiques de phlébite, c'est-à-dire des facteurs qui peuvent faire que dans certaines circonstances, on fera plus de phlébite que quelqu'un qui n'a pas ces anomalies. Et dans ces cas-là, vous contactez la famille des malades? On contacte la famille des malades parce que si on trouve ces anomalies transmissibles chez les membres de la famille qui n'ont pas encore fait de phlébite, on pourra avoir une attitude thérapeutique adéquate pour éviter qu'ils aient ce genre d'accident. Les circonstances qui peuvent entraîner une phlébite sont bien connues. Il peut s'agir d'une intervention chirurgicale, en particulier orthopédique. Certaines maladies, comme le cancer, toute immobilisation prolongée, les longs voyages en train ou en avion, peuvent provoquer une phlébite. Chez les femmes, la prise de la pilule contraceptive augmente le risque. Et puis, il y a la grossesse. Véronique en sait quelque chose. Elle a fait une phlébite une semaine avant la naissance de sa fille Laura. Après une semaine d'anticoagulants et des examens qu'ils ont faits, mais pour lesquels on n'avait pas les résultats, il s'est avéré qu'il fallait sortir la petite parce qu'elle ne bougeait pas, il fallait la sortir. Moi, ma phlébite apparemment s'amplifiait et donc ils ont décidé de faire une césarienne sous anticoagulants et avec tous les risques que ça impliquait. Voilà. On a découvert à cette occasion que Véronique avait une anomalie de la coagulation et on a retrouvé la même anomalie chez sa mère. Si je suis obligée d'être immobilisée, il faut prendre immédiatement la précaution de me mettre sous anticoagulant pour éviter la phlébite, qui ne se résorberait pas si j'en faisais une. Et déjà, ça vous est arrivé, ça? Ça m'est arrivé au cours d'une crise de sciatique, pour laquelle j'ai été alitée 8 jours. Et pendant les 8 jours, j'étais sous anticoagulant. J'ai une jambe qui est un petit peu plus forte que l'autre. Je la sens un petit peu plus dure, un petit peu plus gonflée, et puis ça tire un peu dedans, ça me fait mal. Je suis obligée de porter ce qu'on appelle un bas de contention pour éviter œdème, ulcère variqueux, etc. 2 ans après sa phlébite, Véronique ne prend plus de médicaments et mène une vie normale. Mais elle sait qu'elle n'est pas à l'abri d'une récidive.
C'est compliqué ces histoires de phlébite, parce que tout à l'heure vous nous parlez d'autoroutes, de routes nationales, départementales, régionales, vicinales. On se dit finalement une veine est bouchée. C'est pas grave, il y a les veines d'à côté, le bouchon. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus affoler les populations et il faut faire une distinction très nette entre les phlébites des veines superficielles et les phlébites des veines profondes qui n'ont pas la même portée et la même gravité. Ce qui vous intéresse ce sont les veines profondes. Alors, les phlébites superficielles n'ont pas le danger ni la gravité des veines profondes, puisque si un caillot se détache, il est de petit calibre, et pour qu'il soit menaçant, il faut déjà que la phlébite soit étendue jusqu'aux veines profondes. Donc généralement, on a le temps d'agir et de traiter. Par contre, au niveau des veines profondes, là ce sont des gros cailloux. Pour boucher une veine profonde, il faut des gros cailloux. Si un de ces caillots se détache dans la circulation et qu'il est d'un calibre important, il peut faire beaucoup de dégâts parce qu'il va remonter le long de la veine cave inférieure, passer dans l'oreillette. La veine cave, c'est au niveau du foie, c'est ça? La veine cave, c'est la principale veine de drainage du tronc. Donc la plupart des veines des membres inférieurs rejoignent la veine cave. Donc le caillot va monter dans la veine cave inférieure, gagner l'oreillette droite, passer dans le ventricule droit, aller dans l'artère pulmonaire. Là, c'est l'horreur. Et alors là, si le caillot est de petit calibre, il va se boucher dans une petite ramification de l'artère pulmonaire et entraîner une exclusion du poumon limité. Mais si jamais c'est au départ de l'artère pulmonaire, à ce moment-là, il y a tout un poumon ou une zone importante du poumon, voire les deux poumons qui sont exclus de la circulation. Vous avez une embolie pulmonaire massive et parfois fatale. C'est une asphyxie immédiate avec danger de mort et imminent. Évidemment, puisque le sang des poumons ne peut plus passer et donc capter l'oxygène qui nous est vital. Il y a des signes avertisseurs. Alors, au niveau de la phlébite superficielle, c'est très facile. On a généralement le cordon chaud, douloureux, un tout petit peu de fièvre. Donc c'est facile à diagnostiquer, c'est également facile à traiter, un peu de contention, un anti-inflammatoire, voire de l'héparine. Un anticoagulant, voilà. Voilà, un peu d'héparine sous-cutanée, en quelques jours c'est réglé. La veine profonde, il y a théoriquement des signes. C'est-à-dire on vous dit, voilà, de façon classique, il y a de la fièvre, il y a une douleur profonde et le membre augmente de volume, gonfle. Fait chaud et gonflé. Malheureusement, de nombreuses études ont été faites ces dernières années pour nous démontrer que 8 fois sur 10, il n'y a pas de signe. C'est silencieux, c'est sournois. Et le danger, il est là. Alors plus c'est grave, moins on s'en rend compte. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Oui, c'est pourquoi dans les opérations, systématiquement, à partir du moment où il y a un alitement d'une certaine durée qui est prévu, puisque l'alitement est un facteur de risque, les chirurgiens ont pris pour habitude de mettre les malades, sauf contre-indication majeure, sous anticoagulants. Mais il y a d'autres circonstances. Fait marcher très vite. Et le lever précoce est recommandé. De façon à faire circuler. Maintenant, il faut répondre à une question, parce que tout le monde, à partir de ce que vous venez de dire, se pose la question, pour un certain âge, est-ce que j'aurais pas par hasard un caillot qui est là dans une de mes veines et qui un jour ou l'autre pourrait prendre le chemin de la veine cave, arriver dans le cœur? Sauf... Comment savoir si on a une bombe à retardement? Parce que c'est ça, une bombe à retardement. Sauf maladie particulière qui est connue dans votre famille, qui fait que vous êtes prédisposé, en conditions de vie normale, à faire des caillots, vous n'avez rien à craindre, sauf si vous venez de vivre une période d'alitement et à ce moment-là, vous avez créé la circonstance qui peut favoriser la formation du caillot, ou si vous avez fait par exemple un long voyage en avion de plusieurs heures ou en voiture. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a fait un long voyage en avion, on a les jambes un peu gonflées, qu'est-ce qu'on fait? On va se le mettre... Les jambes un peu gonflées, non, mais si plusieurs jours après le voyage, vous vous sentez un petit peu bizarre, il y a un petit peu de fièvre et il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, même en l'absence de signes, je crois qu'il ne faut pas hésiter pour se rassurer, aller voir un angiologue pour faire un écho-doppler et il fera automatiquement le diagnostic. Écho-doppler, c'est-à-dire ultrason. Écho-doppler et ultrason. Mais je devrais surtout parler de la prévention, finalement, pour ne pas avoir ces ennuis en voyage. C'est ça, le fond du problème. Le fond du problème, c'est ça. En voyage, si on a des varices, portez la contention, au moins le temps du voyage. Les bas de... Oui, vous voyez. Boire beaucoup, car on se déshydrate beaucoup en voyageant. Se lever fréquemment pour se dégourdir les jambes. Voilà. Et si on fait tout ça, pas de risque. Et je dirais même que chez les gens qui ont déjà des antécédents de phlébite, tout voyage de longue durée, qu'ils fassent une petite piqûre d'héparine sous-cutanée préventive, à faible dose, ça suffit pour être protégé avant le voyage. Et si jamais, alors c'est la crise véritable, lutte contre la montre, intervenir dans les minutes. Alors, la phlébite profonde, peut-être pas, mais en tous les cas, ça sera, une fois que le diagnostic est fait, l'alitement, l'héparine à haute dose, la contention,
Et une fois qu'on a passé la phase aiguë au bout de quelques jours, un traitement anticoagulant sur 3 mois à 6 mois. Mais ce que l'on fera toujours, alors le côté aigu intervient à partir du moment où on a l'impression qu'il y a dans le caillot qui est détecté dans la veine, une partie qui est flottante et qui pourrait se détacher et migrer pour créer une embolie massive. Alors à ce moment-là, on est parfois amené à faire un geste technique chirurgical qui protège le cœur et le poumon de cette migration, ce qu'on appelle la pose d'un filtre cave. On descend un parapluie, un instrument à l'intérieur de la veine cave qui se déploie, qui est troué, donc qui laisse passer le sang, mais qui peut faire un barrage si un caillot grave menace le poumon. Mais on le fait rarement. En somme, on met une grille pour retenir le caillot. Une grille, voilà, exactement. Alors, l'évolution, on peut peut-être en parler. La plupart des phlébites traitées à temps guérissent. Quelques-unes avec séquelles, malheureusement, qui après vont retentir sur le membre. Mais c'est finalement 1 sur 10. Bon, mais ça reste, si on y fait attention, ça ne devrait pas arriver que très exceptionnellement. Il ne faut pas vivre dans la terreur. Mais ne pas être négligent. Voilà. Pas de crainte et pas de négligence. Alors, eh bien, à tout jambes, je vous rappelle, pour en savoir plus, le dossier de notre confrère Pèlerin Magazine, dossier fait en collaboration avec cette émission qui se termine. Je vous remercie de votre fidélité. Au revoir et très bonne semaine.